Voilà, on va donc découvrir dans cette séquence les équations de Poisson et de Laplace, de l'électrostatique, et j'insiste sur ce point, parce qu'en fait, ces deux équations sont assez génériques et on les retrouve dans bien d'autres domaines de la physique. Alors voilà, dans le contexte de l'électrostatique, ces deux équations relient, comme tu peux le voir ici, le potentiel électrique à la densité volumique de charge électrique. Et sous cette forme, on retrouve en fait ce qu'on appelle l'équation de Poisson, qui doit son nom à Siméon Poisson, qui l'a formulée pour la première fois au début du XIXe siècle. Siméon Poisson est un des grands scientifiques français de cette période. Alors comme beaucoup de scientifiques à l'époque, il était assez érudit, il travaillait dans plusieurs domaines. La théorie de la gravitation, de l'électricité, du magnétisme. Il a aussi travaillé en mathématiques, c'est un véritable physicien, mathématicien. Il a travaillé notamment dans le domaine des statistiques. Et c'est sans doute dans ce domaine-là que tu le rencontreras encore dans tes études, puisqu'il est à l'origine de la fameuse loi de probabilité discrète de Poisson qu'on voit apparaître ici. C'est une loi un peu compliquée, je ne vais pas la décrire ici forcément. Je vais juste te dire ici que cette loi est importante parce qu'elle intervient souvent dans les problèmes de statistiques. Donc voilà, si un jour tu fais des statistiques, tu rencontreras certainement cette loi de probabilité. Dans le domaine de la mécanique également, tu risques bien de le rencontrer, puisque Poisson est à l'origine de la théorie de l'élasticité. On voit ici sur ce schéma, on voit apparaître ici le petit coefficient nu qui porte le nom de coefficient de Poisson et qui permet de caractériser la façon dont un matériau se déforme lorsqu'il subit des contraintes. Voilà, donc ça c'est pour Poisson. Quant à Laplace, je ne vais plus te le présenter, puisqu'on l'a déjà vu. On sait bien que c'est Laplace qui est à l'origine de la notion extrêmement importante de potentiel qu'il a introduit avec Lagrange dans le domaine de la gravitation, mais qui plus tard l'a aussi introduit dans le domaine de l'électricité. Alors Laplace a encore fait une multitude d'autres choses que je vais te laisser découvrir au fil de tes études. Je n'aurai pas assez de quelques minutes ici pour décrire tout ce que Laplace a fait. Alors, ce qu'on appelle l'équation de Laplace, en fait, est un cas particulier de l'équation de Poisson. Un cas particulier bien simple puisqu'il correspond à l'absence de charge électrique. Si je suis dans le vide, par exemple, la densité volumique de charge est nulle et je retrouve ici un zéro. Ceci, c'est l'équation de Laplace. Alors c'est un petit peu bizarre de continuer à parler de l'équation de Laplace, puisqu'elle est incluse en fait dans l'équation de Poisson, puisque c'est jamais qu'un cas particulier. Mais donc voilà, si on continue à parler de l'équation de Laplace, même si ce n'est qu'un cas particulier de l'équation de Poisson, c'est tout simplement pour des raisons historiques. C'est parce que Laplace a développé cette équation bien avant les travaux de Poisson, et on considère qu'il s'agissait d'une contribution majeure aux sciences de l'époque, puisqu'il a développé ceci dans le cadre de la gravitation. Il a montré que le potentiel gravitationnel obéissait à cette propriété mathématique. Et donc voilà, puisque ça revêt une certaine importance, on continue à parler de l'équation de Laplace et de l'équation de Poisson comme étant deux équations séparées. Alors voilà, dans cette séquence, je ne vais pas rentrer dans les détails historiques, je vais te présenter directement le cheminement qui a mené Poisson à développer ici son équation. Alors, tu verras que c'est assez simple en fait, ce que Poisson a fait, c'est tout simplement exprimer la loi de Gauss qu'on retrouve ici en termes de potentiel électrique, tout simplement en exploitant l'idée que le champ électrique est donné par moins le gradient du potentiel. Si on intègre ceci dans la loi de Gauss, on obtient l'équation de Poisson. Alors, avant de te montrer comment on fait ça, je voudrais ici repartir sur l'interprétation de la loi de Gauss. Voilà, peut-être que la loi de Gauss, cette forme-là ne t'est pas familière, donc je vais te faire aussi un petit rappel. C'est jamais superflu de faire des rappels. Voilà, ceci est la loi de Gauss sous sa forme locale. Tu vois que je l'écris ici avec l'opérateur nabla, que tu connais bien, l'opérateur différentiel, vectoriel. C'est un vecteur dont les composantes sont les dérivées partielles par rapport aux trois coordonnées d'espace. Et on a vu, dans les séquences consacrées à la forme locale de la loi de Gauss, que le produit scalaire de nabla avec E n'est rien d'autre que la divergence du champ électrique. Et qu'est-ce qu'une divergence? Alors pour ça, je vais reprendre
la loi de Gauss sous sa forme intégrale, et on va voir apparaître la divergence lorsqu'on va considérer que le volume ici tend vers 0. Donc voilà, que nous dit la loi de Gauss? Elle nous dit que le flux du champ électrique au travers d'une surface fermée est donné par 1 sur epsilon 0 fois la charge électrique enfermée dans le volume ici, lui-même enfermé par la surface S. Voilà, donc si maintenant je fais tendre Vs vers 0, ça veut dire que je vais venir tendre ici vers un point, je vais cerner un point précis de l'espace avec ma surface et le volume ici. À ce moment-là, le domaine d'intégration devient ridiculement petit, ρ peut être considéré comme constant et donc va sortir de l'intégrale, et l'intégrale de volume devient le volume lui-même, et quand je divise à gauche et à droite par le volume, eh bien je le retrouve ici au dénominateur. Ceci n'est valable bien sûr que pour le volume tendant vers 0, c'est important. Et le rapport qu'on obtient ici, cette limite, n'est rien d'autre que la divergence du champ électrique. Ceci te permet de te rappeler que la divergence du champ électrique en un point de l'espace représente le flux du champ électrique sur une petite surface qui cerne ce point, qui entoure ce point complètement, le tout divisé par le volume enfermé par cette petite surface. Et la loi de Gauss nous dit que la divergence vaut ρ sur epsilon 0. Alors voilà, quand on fait le calcul de cette intégrale divisée par ce volume, quand on le fait dans un repère cartésien, on obtient l'expression suivante. Si tu ne te rappelles plus de ça, va forcément voir la séquence consacrée à la formule locale de la loi de Gauss, sur Clipédia bien sûr. Voilà, et tu verras qu'on obtient ceci pour ce rapport ici. Voilà. Donc X, Y, Z sont bien entendu les composantes cartésiennes ici du champ électrique. Voilà, et on constate bien sûr que cette somme de dérivées partielles est obtenue à partir du produit scalaire de Nabla avec E. Le produit scalaire, c'est la somme du produit des composantes homologues. J'aurai donc bien d de Ex sur dx plus d de Ey sur dy plus d de Ez sur dz. C'est bien ce que j'ai là. Ceci est bien le produit scalaire de Nabla avec E. Ceci représente donc bien la divergence du champ électrique. Et comme la divergence du champ électrique vaut ρ sur epsilon 0, je peux donc bien dire que Nabla fois E est égal à ρ sur epsilon 0. Ceci est bien l'expression locale de la loi de Gauss. Voilà, maintenant que tu as bien revu ça, que tu sais de nouveau bien ce que c'est qu'une divergence, on peut aborder le problème de Poisson qui consiste donc à exprimer la loi de Gauss en termes de potentiel. Et pour ça, tu vas voir que Poisson n'a pas eu un très grand travail à fournir. Il suffit d'expliciter la divergence du champ électrique, comme on vient de le faire, la somme des dérivées partielles des composantes, voilà qui est représenté ici, et les composantes du champ électrique, je peux forcément très facilement les exprimer en termes de potentiel. Il me suffit d'appliquer ici Nabla au potentiel. J'explicite le gradient du potentiel pour retrouver ici les trois composantes de champ, Ex, Ey et Ez. Et maintenant, pour calculer la divergence du champ électrique, je vois que je dois dériver la composante en X par rapport à X. Or, la composante en X, c'est déjà la dérivée du potentiel par rapport à X. Je vais donc trouver pour cette dérivée la dérivée seconde du potentiel par rapport à X, sans oublier bien sûr le signe moins ici qu'on retrouve là. Je fais la même chose pour les dérivées en Y et en Z qui vont donc se retrouver ici comme des dérivées secondes par rapport à Y et par rapport à Z, exactement comme j'avais une dérivée seconde par rapport à X ici. Voilà, l'expression qui est ici n'est rien d'autre que la divergence du champ électrique exprimée en termes de potentiel. Voilà, et puisque la divergence vaut ρ sur epsilon 0, je peux l'écrire ici. Et ceci, c'est l'équation de Poisson. Tu es d'accord que ça n'a pas été bien compliqué. En général, on l'écrit ici avec le signe plus. Je vais donc multiplier par moins 1 de chaque côté, de manière à avoir le signe moins ici. C'est la façon dont on écrit en général l'équation de Poisson. Alors voilà, tu es d'accord que ça n'a pas été bien compliqué, mais je peux encore faire plus simple en utilisant la notion d'opérateur, tel que symbolisé ici par l'opérateur Nabla. Je vais refaire le raisonnement tout simplement pour te familiariser avec cette notion d'opérateur. Ici, un opérateur différentiel vectoriel. Donc voilà, je vais tout simplement substituer la valeur de E ici dans cette expression.
Voilà, le E, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut moins gradient V. J'ai donc bien nabla produit scalaire avec moins gradient V. Voilà qui est écrit ici. J'ai eu besoin de parenthèses à cause du signe moins ici, mais tu es d'accord que je peux très bien mettre ce signe moins ici devant toute l'expression. Hein, comme ça, je vais m'affranchir des parenthèses, et ensuite le signe moins, je peux venir le mettre dans le membre de droite en multipliant à gauche et à droite par moins 1. Voilà qui va donc être fait. Voilà. Et là, je me retrouve avec une expression intéressante qui va me permettre de t'illustrer la notion d'opérateur. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça un opérateur? Pourquoi est-ce que nabla est un opérateur? Eh bien tout simplement parce qu'on peut lui appliquer les opérations habituelles. Ici il s'agit d'un opérateur vectoriel, eh bien donc on va lui appliquer toutes les règles de l'algèbre vectorielle. Ceci est un produit scalaire de nabla par nabla. Je vais donc considérer ça comme le produit scalaire de deux vecteurs, le tout multiplié par un scalaire. La multiplication par un scalaire, tu es d'accord que je peux la réserver, je vais la faire après. En attendant, je vais ici aborder le problème de ce produit scalaire du vecteur nabla par lui-même. Le vecteur nabla, c'est celui-ci. Si je le mets en produit scalaire avec lui-même, eh bien, je vais tout simplement obtenir la somme des produits des composantes homologues. J'aurai donc bien d sur dx fois d sur dx, ça donnera forcément la dérivée seconde par rapport à x. Même chose pour y, même chose pour z. Je peux le voir autrement, bien sûr. Quand je fais le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, j'obtiens son module carré. Et le module carré d'un vecteur, c'est la somme des carrés de ses composantes. Je retrouve bien ici le carré de la composante en x, le carré de la composante en y, et le carré de la composante en z, et ces carrés sont bien sommés, tout simplement. Ceci représente bien, en quelque sorte, le module, entre guillemets, du vecteur nabla. Voilà. Il me reste bien sûr à le multiplier par V, et de nouveau, ceci je vais le considérer comme un opérateur, cette fois-ci un opérateur scalaire. Cet opérateur-là, qui est fait donc de dérivées secondes, partielles, par rapport aux trois coordonnées d'espace, je peux voir ça comme un opérateur, donc scalaire, puisqu'il n'y a plus de caractère vectoriel. C'est normal, j'ai multiplié scalairement deux vecteurs, le résultat est un scalaire. Mais voilà, ce scalaire, je peux le considérer donc comme un nombre, scalaire ça veut dire nombre. Je vois donc comme un nombre constitué d'une somme que je vais multiplier par un autre nombre scalaire qui est V ici. Si je multiplie la somme de trois nombres par un quatrième nombre, je peux forcément distribuer ce nombre sur la somme et je vais retrouver ici les dérivées partielles secondes par rapport aux trois coordonnées, le tout appliqué à V. Voilà, c'est assez simple, tu vois. J'ai utilisé ici cette notion d'opérateur. Et puisque je parle d'opérateur, eh bien on va lui donner un nom à cet opérateur particulier que je viens d'appliquer à V pour obtenir ce résultat. Tu remarqueras, entre parenthèses, que ce résultat-ci est bien le même que celui-là. Donc tu vois ici l'avantage de l'utilisation des opérateurs. Ici j'ai mis un peu de temps parce que je t'ai expliqué, mais en fait ici, le produit scalaire de nabla avec lui-même te donne tout de suite ce résultat. Tu peux l'écrire en une ligne, ce problème. Voilà, donc, maintenant ce que je vais faire, c'est donner un nom à cet opérateur, comme j'étais en train de le dire, et ce nom, je vais l'appeler Laplacien. On va parler de l'opérateur Laplacien et on va le noter delta, comme ceci. Alors pourquoi Laplacien? Eh bien, c'est en l'honneur forcément de Laplace qui l'a fait apparaître pour la première fois dans l'histoire des sciences, dans sa théorie du potentiel. Il l'a appliqué pour l'absence de matière, c'est-à-dire l'absence de charge ici. On a donc un zéro. Voilà la formulation que Laplace avait obtenue donc à l'époque, avant le travail de Poisson. Il a obtenu donc ceci que je peux écrire donc grâce à l'opérateur qui maintenant porte son nom, qui est noté delta. Je vais remplacer la somme des dérivées secondes par rapport aux trois coordonnées d'espace. Je vais la remplacer par delta et je peux écrire 0 est égal à delta V. Alors au niveau des notations, il faut reconnaître que ce n'est pas l'idéal, parce que ce delta, on pourrait le voir comme étant une différence. Ceci pourrait être vu comme une différence de potentiel entre deux points de l'espace. Et ceci voudrait tout simplement dire que cette différence de potentiel est nulle. Bien sûr, c'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter, il faut faire attention. Il faut toujours bien regarder le contexte dans lequel une expression intervient, et ici tu dois comprendre d'après le contexte qu'il s'agit, bien sûr, non pas d'un simple delta, d'une différence de potentiel entre deux points, il s'agit de l'opérateur ici, qui est la somme des dérivées secondes par rapport aux coordonnées d'espace. Voilà, et on va faire la même chose. Ah oui, c'est ça, donc,
Pour ne pas confondre ça avec delta, certains scientifiques utilisent une autre notation pour le Laplacien. Ils préfèrent utiliser à la place de delta, ils préfèrent utiliser nabla comme ceci au carré. Alors nabla des fois apparaît sans vecteur, mais des fois avec le vecteur. Alors là, il n'y a aucune notation qui est vraiment satisfaisante en fait. Si je mets nabla sans le vecteur, on ne sait plus trop ce que c'est. Nabla avec vecteur, on sait que c'est l'opérateur différentiel vectoriel auquel on est habitué. Maintenant, sans le vecteur, qu'est-ce que ça devient? On ne sait pas trop. Avec le vecteur, ce n'est pas idéal non plus, parce que qu'est-ce que c'est qu'un vecteur au carré? Qu'est-ce qu'on a fait comme produit ici? Un produit scalaire, un produit vectoriel, autre chose? C'est aussi ambigu, c'est aussi pas très agréable. Ce qu'il faudrait faire, en fait, ici, pour être rigoureux, c'est noter les 2 barres du module carré. Ça serait correct. Parce qu'effectivement, le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même, c'est le module carré de ce vecteur. Mais tu te rends bien compte qu'écrire ici chaque fois les doubles barres pour écrire l'opérateur nablacien, ça sera un petit peu lourd comme notation, c'est pas très pratique. Bref, donc il n'y a pas de notation idéale, et la notation qui est majoritairement utilisée, c'est celle du delta, et c'est donc celle-là que je vais reprendre, comme j'ai écrit ici. Donc voilà, l'équation de Poisson va tout simplement prendre la forme delta V, Laplacien de V est égal à moins ρ sur epsilon 0. Une manière pour savoir si ce delta représente une différence de potentiel ou un Laplacien, c'est tout simplement de regarder ici le second membre. Tu verras bien que ceci n'a pas les unités du potentiel. Ça a les unités du potentiel divisées par des longueurs au carré. Et ça, c'est bien les unités du Laplacien. Le Laplacien a pour unité 1 sur des mètres au carré. Donc ça, il faut en être bien conscient. Donc voilà, les unités en général te disent comment interpréter ce delta. Mais voilà, donc une fois que ce problème de notation est accepté, on retrouve ici l'équation de Laplace d'un côté et l'équation de Poisson de l'autre. Voilà, l'équation de Laplace est valable dans le vide. Alors, elle est valable par exemple pour des systèmes de charges discrètes. Alors tu vas me dire, c'est pas le vide, ça, puisque j'ai des charges. Si, tu dois bien comprendre que l'équation de Laplace, c'est une équation locale. Ça représente une loi physique locale. En tout point, je peux calculer les dérivées secondes du potentiel, et on peut montrer, d'après la théorie qu'on vient de voir, que si j'ai le vide ici, en tout point, en dehors des charges, je suis supposé avoir le vide, eh bien, je vérifierai cette propriété mathématique. Le Laplacien de V sera nul. Donc voilà, c'est sur la charge que là je n'aurai plus. Ici j'ai une certaine distribution de charges positives, là j'ai une certaine distribution de charges négatives. Là, quand je suis sur les charges, je devrais utiliser l'équation de Poisson. Mais tant que je suis en dehors, je peux dire que le potentiel obéit à l'équation de Laplace. Par contre, voilà, je vais utiliser l'équation de Poisson dès que je suis sur des charges. Par exemple, comme je pourrais l'avoir ici sur un faisceau de particules chargées. Si j'ai un faisceau de particules chargées, des protons par exemple, j'ai donc des charges positives distribuées dans l'espace, j'ai une certaine distribution de protons, une certaine distribution de charges électriques, c'est-à-dire une certaine densité volumique de charge qui va conditionner la façon dont le potentiel évolue ici dans l'espace. Et ce qui va me donner le potentiel, c'est la résolution de cette équation. Et c'est bien entendu là que réside tout le mérite de Poisson et de Laplace. C'est pas tellement d'avoir formulé leurs équations, c'est surtout d'avoir étudié les solutions de cette équation. En fonction de ce qu'on a ici comme densité de charge, que ce qu'on va avoir comme distribution de potentiel. Donc voilà, ça c'est un problème complexe bien sûr que je ne vais pas aborder, mais je vais quand même reprendre dans la séquence qui va suivre, qui sera une séquence d'illustration des équations de Laplace et de Poisson. Je vais malgré tout tenter de t'expliquer, de te donner une certaine intuition de ce qu'il y a derrière l'équation de Laplace et de ce qu'il y a derrière l'équation de Poisson. Je t'invite donc à venir voir cette séquence qui va suivre. Et je te dis donc à bientôt et te remercie pour ton attention.